Mandat unique, septennat unique, le débat, mesdames, messieurs, au Bénin est porté par une organisation de la société civile, COJEM Citoyen. Eh bien, l'organisation de la société civile appelle à une réflexion scientifique et citoyenne de la question. Si le mandat unique a mauvaise presse, il peut être pour certains un antidote à l'attrait du pouvoir illimité, à durée illimitée. Pour en parler, mon invité est Dr Aimé Tchefa, sociologue, expert en stratégie de développement, enseignant-chercheur. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Alors, docteur Aimé Tchefa, le sujet, pour démarrer, mérite-t-il une réflexion scientifique comme le demande COJEM Citoyen? Tout mérite d'être soumis préalablement à l'appréciation de la science. La science permet en fait de ne pas s'égarer, de se convaincre soi-même de ce que l'on fait. Et puis, Pierre et Marie Curie ont dit, dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Et sans véritablement questionner la science, l'on ne peut pas comprendre. Donc je dis que pour la science, aucun sujet n'est futile ou banal. Aucun sujet n'est inutile. Et puis d'ailleurs, des sujets aussi importants qui engagent la vie de toute une nation sur des millénaires, je crois qu'en réalité, il faudrait forcément passer par la boussole et la loupe de la science pour pouvoir bien gérer, bien réfléchir avant de poser les bases. Et en général, en Afrique, c'est cela qui nous manque. Toute action sans réflexion préalable n'est que précipitation, et toute précipitation, justement, finit par conduire à l'échec évident et cuisant que les peuples africains, depuis des décennies, ont connu et en sont toujours à la recherche du processus de leur développement. Alors, avec le candidat Patrice Talon, le débat avait été déjà suscité par sa proposition dans son projet de société du mandat unique, rejeté par la classe politique béninoise. Qu'est-ce qui justifie l'opportunité? Sinon, pourquoi aujourd'hui ramener l'idée du septennat unique au Bénin, ramener le débat du septennat unique au Bénin? Non, en fait, il faut comprendre. Premièrement, je m'intéresse au contexte. Au moment où le président Talon en avait parlé, je voudrais d'abord préciser que les diagnostics posés par le président Talon sont des diagnostics tellement profonds. C'est-à-dire, il s'agit d'un acteur politique qui a une connaissance fine et profonde des faits politiques de notre société. Donc, il ne pose pas un diagnostic à la va-vite pour s'amuser. Il utilise des éléments qui vont en profondeur et qui lui rapportent beaucoup de résultats importants, fouinés, et je dirais beaucoup de résultats qu'on peut capitaliser. Dès lors, je crois que ces diagnostics sont à prendre au sérieux. Alors, en diagnostiquant, il avait déjà trouvé et il a battu campagne sur la révision de la Constitution aux fins d'un mandat unique et ensuite aux fins de quelques réformes à opérer. Et c'est en ce moment qu'il avait donc parlé de mandat unique. Mais en ce moment, il n'avait pas été compris. On ne l'a pas compris. Alors aujourd'hui, le contexte se reprécise à cause de 3 facteurs. Le premier, lesquels facteurs, oui. Le premier, oui. Vous observez en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest beaucoup plus, une cascade de coups d'État. Je ne voudrais pas d'abord m'intéresser aux raisons. Mais si en Afrique, en 2021, 2022, 2023, nous observons une cascade de coups d'État, cela signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Deuxièmement, observez. Vous verrez des chefs d'État qui refusent, au terme de leur second mandat, de céder le pouvoir, traficotent leur constitution, inventent des raisons fallacieuses que personne n'achèterait pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire, ça s'est passé en Guinée. On peut citer plein d'autres exemples. Vous avez par endroit en Afrique des chefs d'État qui ont déjà fait plus de 40 ans au pouvoir. Vous avez également en Afrique des dynasties au pouvoir qui ont déjà fait plus de 60 ans au pouvoir. Donc, cela signifie qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Et ensuite, de plus en plus, quand on se rapproche
de la fin des mandats constitutionnels, le débat se pose. C'est le cas dans nombre de pays. Je voudrais vous rappeler que dans 18 pays africains, entre 2023, 2024, 2025 et 2026, il y a des élections. Par endroit des élections générales, par endroit des élections présidentielles et par endroit des élections législatives. Ça veut dire que les élections telles que nous les organisons en Afrique, il arrive que parfois sur 3 années, elles se cumulent et vous avez des élections dans 20, 30 pays en Afrique sur les 54 États. Et nous sommes justement à ce carrefour où de 2023 à 2026, donc sur les 4 années, c'est-à-dire de 23 à 26, des élections vont se succéder dans chacun de ces pays. Et je crois qu'effectivement, c'est le lieu d'en parler. Pas forcément pour une révision constitutionnelle, mais déjà le fait d'en parler est que c'est un problème. Ce n'est pas forcément la réponse qui importe, mais déjà il faut en parler. Et puis d'ailleurs, en science, ce qui compte beaucoup plus, ce sont les questionnements et non forcément les réponses, puisque de toutes les façons, les réponses à des questions posées susciteront de nouvelles interrogations et le fait de s'interroger déjà aurait suffi pour que la science fasse son chemin. Est-ce que vous ne pensez pas que ce type de questionnement peut être, sinon est vicieux, lorsqu'on sait que nous sommes en train d'amorcer une fin de mandat et donc, est-ce que ça ne donne pas des envies au président qui est en train de partir? Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, le président Talon a rassuré le peuple béninois, la communauté internationale, de sa volonté de ne pas faire un nouveau mandat à partir de 2026. Donc, le post-2026 nous intéresse. Et si nous avons déjà cette garantie avec le président Talon, qui aujourd'hui, disons, a des marges de manœuvre beaucoup plus larges qu'aucun de nos chefs d'État n'a eu par le passé, ça veut dire qu'il peut travailler à réviser la Constitution sur le septennat qui ne vient pas de nous, qui vient de lui. Bien avant 2016, ce serait un service qui nous aurait plutôt rendu. Mais puisque la classe politique, à un moment T, n'a pas accepté cette proposition, n'a pas voulu de cette limite, de la limitation de mandat, quelle est fondamentalement l'opportunité de ce débat aujourd'hui au Bénin? La classe politique qui ne l'avait pas accepté, ce n'est pas elle qui est là. Premièrement. Les acteurs politiques ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts, mais ils restent toujours actifs dans le débat politique. Entre-temps, ils ont changé de position. Le Parlement qui est là, vous avez 24 femmes sur 109. L'autre qui était parti, sur les 83, vous avez 7 femmes, ce n'est pas le même Parlement. Déjà, le contexte n'est plus le même. Ensuite, un acteur ne voit que par rapport à sa position. De votre position, ce que vous verrez, moi, je ne verrai pas. Mais quand vous allez prendre ma position, ce que vous verrez, ce n'est pas ça que vous allez voir, ce n'est pas ça que vous êtes en train de voir actuellement. Ça veut dire, des gens pouvaient être contre le mandat unique de 7 ans avant et être pour aujourd'hui parce qu'ils ont changé de position. Il suffit de discuter avec ces acteurs-là pour vous en rendre compte. Moi, j'avais discuté avec un président d'institution à l'époque qui trouvait que ça ne règle rien, que c'est un rétrécissement de la durée des 2 quinquennats et donc ça n'apportait rien de nouveau. Mais nous en avons discuté la semaine dernière et il a trouvé que c'est vrai. Mais il n'est plus président d'institution. Aujourd'hui, il est une simple personnalité comme vous et moi. Donc, dépouillé de ses apparats politiques, il a mieux raisonné maintenant. Peut-être que lorsqu'il va encore avoir ses apparats politiques, ce serait comme des œillères pour lui et il ne verrait pas. Donc, je vous ai dit, le contexte s'y prête au regard de ce que nous avons comme cascade des coups d'État, oui. Au regard de ce que nous avons des soubresauts et des velléités politiques de part et d'autre, au regard de ce que nous avons des chefs d'État qui trafiquent leur constitution pour se maintenir au pouvoir, quand bien même ils ont déjà fait les 2 mandats légaux et sont à leur terme, et au regard de ce que l'Afrique de façon perpétuelle est en crise. Et pour finir, dernier argument statuant sur le contexte et son opportunité, c'est que de 2023 à 2026, vous avez
élections dans 18 États sur les 54. Mais ce n'est pas petit. Au Bénin, Oui. Bénin, quelle est la nécessité pour nous d'opter pour un mandat unique? La nécessité d'en parler maintenant. Ok. La nécessité d'en parler maintenant, c'est quoi? Nous avons au pouvoir un homme qui a fait beaucoup de réalisations, qui a révisé la Constitution et qui nous a dit « Je ne dépasserai pas 2026, qui est l'année terminale pour moi. » Cela signifie que, écoutez, le Parlement lui est favorable, la Cour constitutionnelle lui est. Je n'ai trahi aucun secret. Vous n'avez qu'à regarder l'origine des acteurs de ces institutions-là et ensuite les configurations de ces institutions pour vous rendre compte à l'évidence que toutes ces institutions-là lui sont favorables. Ça veut dire qu'il peut nous rendre le service de réviser la Constitution et d'en introduire un mandat unique de 7 ans tel que lui-même l'avait dit. Aujourd'hui, le contexte lui est favorable. Avant, le contexte ne lui était pas favorable. Mais aujourd'hui, le nombre de partis politiques est réduit. On en a très peu, un effectif contrôlable. Et quand vous observez le contexte aujourd'hui, écoutez, le président Talon aujourd'hui ne peut plus vous dire qu'il ne peut pas réviser la Constitution pour question de septennat. Aujourd'hui, s'il veut le faire, il a tout en main pour le faire. Il aura de facilité entre griffes pour le faire. C'est pour ça que j'en parle. Et puis, avant, s'il y a la possibilité de 10 ans et qu'aujourd'hui, on peut faire une réduction de 3, ce n'est pas une modification négative de la Constitution pour se maintenir au pouvoir. C'est-à-dire qu'il est mieux placé pour nous rendre service et il n'aurait fait que nous rendre service. Du débat d'en parler à la pertinence du mandat unique, pourquoi vous pensez qu'il est pertinent de penser à la possibilité de faire le choix du mandat unique, alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans une vague où tout le monde dénonce la limitation des mandats. Même récemment, le président français a parlé d'une funeste connerie parlant de la limitation des mandats. Pourquoi aujourd'hui, alors qu'il y a comme une vague mondiale tournant dos à la limitation des mandats, vous êtes expert en stratégie de développement, pourquoi vous pensez qu'il est pertinent d'y penser? Vous avez posé une très belle question qui, en termes de pertinence, mérite d'être vidée. Ce n'est pas nous qui parlons de mandat unique, c'est le président Talon qui en avait parlé. Donc, je ne ferai que prendre en compte ces arguments et mieux les étoffer. D'abord, je voudrais vous dire que nous ne sommes pas tenus de faire ce que tout le monde fait. Parce que vous ne verrez jamais au monde 2 États qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Les contextes ne sont pas les mêmes. Les environnements ne sont pas les mêmes et les acteurs ne sont pas les mêmes. Le Bénin et le Nigeria sont côte à côte, appartiennent à une même organisation sous-régionale qu'est la CEDEAO, mais ces 2 pays-là ne se ressemblent pas et ne sont pas les mêmes. Donc, nous ne sommes pas en train de parler de ce que tout le monde doit faire. Cependant, il peut y avoir une harmonisation, surtout dans un ensemble sous-régional. C'est possible, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Quand vous dites que ce n'est pas vous qui en parlez, que c'est le président Patrice Talon qui en avait parlé. Vous êtes là pour défendre une position de M. Patrice Talon? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, mais si vous portez aujourd'hui, alors que lui-même il a abandonné le débat, est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes là pour vous et non pour... Non, c'est pour vous montrer que un chef d'État avait déjà vu les choses comme nous. Et à ce chef d'État, la classe politique a dit non. Pas lui-même, la classe politique. Oui. Et si vous vous souvenez, il avait dit en ce moment que ça a été une déception pour lui. Oui. OK. Maintenant, je vous ai dit que la classe politique qui lui avait dit non, ce n'est pas elle qui est là maintenant. Et je vous ai dit aussi que au moment où il en parlait, s'il avait les manettes en main, comme aujourd'hui, que cela, ça passerait. Ça passerait. Non, pas imposé. Oui. Pourquoi? Parce que la révision d'une constitution ne peut passer que par 2 issues. L'issue référendaire ou l'issue parlementaire. Mais vous avez vu que quand il a eu la possibilité d'utiliser l'issue parlementaire, il l'a fait sans préciser que un référendum, ça coûte de l'argent. Bien sûr. Maintenant, revenons à la pertinence du mandat unique parce que c'était ça qui vous préoccupait. Quand vous prenez, d'abord, avant d'en arriver là, d'abord j'oubliais, vous parlez de, il est en vogue de ne pas limiter les mandats.
Je vais prendre l'exemple de 3 pays, et vous-même vous verrez. Je commence par l'Afrique. Quand vous prenez un pays comme le Gabon, le mandat du chef de l'État, c'est 7 ans. Et il n'y a pas de limitation. Dès lors, Bongo en avait fait 2. Combien son père a-t-il fait? Dieu seul le sait. Il en avait fait 2 et il voulait faire un 3e mandat. Et la famille Bongo a fait 60 ans à la tête de l'État gabonais. Voilà, quand on ne limite pas les mandats, il n'y a pas alternance. Alors, dans quel pays vous avez vu, il y a eu coup d'État et ce sont les populations qui offrent des casiers de bière aux militaires. Vous n'avez jamais vu ça depuis que vous existez? C'est parce qu'il n'y a pas alternance. C'est ça. Or, l'alternance est un facteur de mesure de la performance démocratique. Est-ce que vous pensez réellement que sur le cas du Gabon, c'est une absence d'alternance ou c'est le spectacle affligeant qu'offrait le président Ali Bongo? Non, mon Dieu. Une famille a fait 60 ans au sommet de l'État, au poste de président de la République. Ça veut dire que le Gabonais qui est âgé de 60 ans n'a connu que Bongo comme chef d'État. Vous pensez que c'est un plaisir? Nous avons la dynastie Yassindé à côté. Mais là, vous n'apportez que de l'eau à mon moulin. Non, est-ce que vous ne pensez pas que c'est 2 situations qui se ressemblent et que les motifs diffèrent en fait? Non, pas du tout. D'abord, ce n'est pas le peuple qui fait un coup d'État, ce sont les militaires. C'est clair. Deuxièmement, l'armée togolaise est constituée, je vais dire, quasiment de Kabylais. Et cette armée a été forgée et taillée comme cela par le général Nyazimbe. Et tant que cette armée serait comme ça, même on va faire 1000 siècles, un Nyazimbe serait toujours au pouvoir. Toujours. C'est ça une école? C'est pas une école, ça. Aucune république sérieuse n'ira s'inspirer de cette école. Parce que, écoutez, l'alternance démocratique est un facteur de mesure de performance démocratique. On ne va pas voir. Dites-moi, dans les démocraties que nous appelons stables et solides, dites-moi, dans quel pays vous avez vu ça? Mais ça ne se passe pas comme ça. Ça dit que si ça se passe comme ça n'a pas un autre nom, c'est une dynastie. Le père s'en va, passe la main au fils. Vous aviez dit à l'entame de vos propos que 2 États ne se ressemblent pas comme 2 gouttes d'eau. Du coup, les réalités sont différentes. Non, c'est-à-dire que quand nous sommes dans un État où c'est une famille qui a le pouvoir, on connaît ça. Ça, nous sommes dans une dynastie, c'est comme ça. C'est ça la royauté, peu partout. Où est le problème si sociologiquement ou anthropologiquement, nos peuples africains ont été habitués à ça? Non, nous sommes partis de la royauté en Afrique. Non, c'est pas ça. Nous ne sommes pas en train de faire de la royauté. Ah oui. Si nous voulons faire de la royauté, bon, nous la faisons. Mais ça, c'est pas de la royauté. Et aucun pays au monde ne vous dira qu'ils sont dans de la royauté. Même ceux qui sont dans la royauté. Exemple, le royaume du Maroc. Ils vous diront qu'ils sont démocratiques. Mais ils font de la royauté. C'est-à-dire que... C'est pour nous amener à comprendre qu'en réalité, la limitation des mandats chez nous en Afrique, est-ce que ce n'est pas un vœu... Non, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. On peut le mener, on peut bien le mener après. Mais je voudrais venir sur les cas des 3 pays dont je vous ai parlé. Deuxième pays, la France. La France n'a jamais introduit dans sa constitution la limitation de mandat. Pour autant, aucun président n'a fait plus de 2 mandats. Et c'est ça qu'on appelle la limitation de fait, c'est-à-dire la pratique démocratique les y a conduits. Nicolas Sarkozy a introduit une réforme quand il était là. Aucun président en France n'a fait, de la 5e République bien entendu, n'a fait plus de 2 mandats. Donc il y a une limitation. Le 3e pays dont je voudrais convoquer l'exemple, et que le Gabon cite selon moi à tort, c'est l'Allemagne. En Allemagne, il n'y a pas de limitation de mandat. Mais attention, c'est un régime parlementaire et non présidentiel. Le président allemand n'est pas le patron de l'exécutif. C'est le chancelier qui est le patron de l'exécutif. Et il est élu comment? Par le Parlement, c'est le Bundestag qui l'élit. Ça veut dire qu'il faut aller d'abord aux élections législatives et ce sont les députés par rapport à la configuration politique de nombre de voix obtenues par les partis politiques qui finissent par dégager celui qui est le patron de l'exécutif en Allemagne. Ça veut dire qu'on ne prend pas 2 verrous de vote.
Le premier verrou, il faut réussir à se faire élire d'abord député pour venir au Bundestag. Et le deuxième verrou, il faut que votre parti ait la majorité ou que alors vous entrez en alliance avec d'autres partis politiques pour avoir la majorité et que maintenant, à l'intérieur de ce parti ou de cette alliance, que vous réussissez à vous faire élire comme président. Vous ne voyez pas que c'est plus difficile. Ils ne sont pas dans un régime présidentiel comme nous. Ils sont dans un régime parlementaire. Donc, vous pensez que c'est une blague, ça? C'est pas une blague. Si vous pouvez sauter ces deux verrous, ou si vous pouvez passer par ces deux verrous et ne jamais rien limiter, c'est bon. Chez eux, il y a eu des présidents qui ont eu 3-4 mandats. Gerhard Schröder, Helmut Kohl, Angela Merkel, ce sont des gens qui ont eu 4 mandats. Mais le peuple n'avait aucun problème par rapport à ça. Non seulement ils sont dans un régime parlementaire, mais le fonctionnement de leur société le leur permet et il n'y a aucun problème. Toutefois, parce que les mandats ne sont pas limités, un mandat de 4 ans chez eux, aucun président chez eux aussi n'a fait plus de 4 mandats. Alors, imaginez qu'on ait un mandat de 7 ans, non limité, en Afrique. En Afrique, mais vous verrez toutes sortes de dérives. Vous allez voir des gens faire 60 ans au pouvoir, des gens feront 70 ans au pouvoir. Regardez un pays comme le Royaume-Uni de Grande-Bretagne, qui a une constitution orale et non écrite. Mais ils n'ont jamais fait de débat sur des questions de mandat. Pourquoi? Parce que la pratique démocratique dans ces pays-là a atteint un niveau tellement sérieux que... Nous sommes dans de la royauté au Royaume-Uni. Non, attention. Ce n'est pas de la royauté pour de la royauté. C'est une royauté symbolique. Le roi Charles III est là de façon symbolique. Il n'est pas le patron de l'exécutif du Royaume-Uni de Grande-Bretagne du tout alors. Le patron de l'exécutif, Rishi Sunak, a pris par le Parlement pour devenir Premier ministre. Mais de façon symbolique, le roi Charles III attend. Il ne se mêle pas de politique. Il attend. Et quand ce dernier a été élu, il lui remet son mandat, il lui remet son cahier de charge de façon symbolique. Ça veut dire quoi? Le Premier ministre britannique, en rien, constitutionnellement et démocratiquement, n'est lié au roi ou à la reine d'Angleterre. En rien. Pour que l'histoire des Anglais ne disparaisse pas. Toutefois, ça donne aux membres de la royauté quelques privilèges, mais le peuple va aux urnes et élit ses dirigeants. Alors, puisqu'on est parti sur des exemples de pays où ce n'est pas limité, est-ce qu'on pourrait ressortir, est-ce que vous pourriez nous ressortir les vertus des États où ils ont fait le choix d'un mandat unique et qui pourrait inspirer ou qui pourrait justifier le fait qu'on y pense chez nous? D'abord, il y a une interrogation profonde que nous devons viser. Pourquoi limiter le nombre de mandats? La limitation, comme je vous l'ai dit, la limitation des mandats crée l'alternance. Et l'alternance permet de mesurer la performance de votre démocratie. Écoutez, imaginez qu'on ne limitait pas des mandats. Je prends le cas du Bénin. Ça veut dire que nous aurons toujours un Kérékou au pouvoir. C'est ce que ça veut dire. Alors, on n'aurait pas eu la possibilité de connaître, par exemple, un monsieur ou un génie comme Patrice Talon. Le cas échéant, lorsqu'on limite le mandat, est-ce que ça ne donne pas au président tout pouvoir, une superpuissance qui, parce qu'il sait que, bon, je n'ai que 7 ans à faire. Donc, du coup, je peux diriger le pays comme je veux. Est-ce qu'il n'y aurait pas, voilà, une sclérose des institutions et tout? Est-ce que vous ne pensez pas ça? Ce qui donne le pouvoir, c'est la Constitution. Si vous êtes dans un régime présidentiel, celui qui a le pouvoir, c'est le président de la République, qui est le patron de l'exécutif. Mais s'il sait... C'est pour vous dire que ce qui donne le pouvoir, c'est la Constitution. Sans challenge d'un autre mandat à conquérir, est-ce que ce n'est pas un boulevard à tout faire? Du tout. Au contraire, il ne se retrouverait pas sur un boulevard. Et si vous voulez le contrôler, ce n'est qu'à travers la Constitution que vous allez le contrôler en créant les organes et les pouvoirs pour le contrôler. C'est aussi simple que ça. C'est le pouvoir qui contrôle le pouvoir. C'est aussi simple que ça. Montesquieu l'a dit. Tout homme qui a le pouvoir est porté à en abuser. C'est pour ça qu'il faut utiliser le pouvoir pour contrôler le pouvoir. Si on s'était retrouvé, par exemple, dans un régime semi-présidentiel,
ou dans un régime ministériel, il faut parler forcément de cohabitation. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, comme en France, le chef de l'État qui est élu attend et quelques mois plus tard, il y a l'élection des députés et les députés se retrouvent maintenant pour élire le Premier ministre. Et on a vu, il y a eu cohabitation. Le président préside et le Premier ministre gouverne. Parlons du régime présidentiel. Dans un régime présidentiel comme le nôtre, c'est le chef de l'État qui a tous les pouvoirs. Tout. Donc, si nous ne voulons pas qu'il ait de pouvoir, il faut toucher à la Constitution. Pour dire tel ou tel. Écoutez, en démocratie, il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Je prends par exemple le pouvoir judiciaire qui est séparé du pouvoir exécutif. Le président Talon l'a dit dans son diagnostic, que le chef de l'État est le patron du Conseil supérieur de la magistrature. C'est lui qui nomme le ministre de la Justice, qui nomme les juges. C'est vrai, suivant des tests. Donc en réalité, c'est lui qui est leur patron. Il a dit qu'il va réformer pour qu'il n'en soit plus ainsi. Que le chef de l'État n'a rien à chercher dans la haute cour de magistrature. Donc, il a été clair. Vous voyez. Alors, regardez. Prenez par exemple un autre pouvoir qui est la HAC. C'est un pouvoir parce que ça permet de contrôler l'information, qui est une denrée rare dans tout pays. Le président de la HAC est nommé par le chef de l'État. Prenez un autre pouvoir qui, en principe, si tout allait bien, devrait jouer un rôle de contre-pouvoir, à savoir l'Assemblée nationale. Pas forcément. Mais dans le meilleur des cas et pour l'intérêt du peuple, c'est bien que l'Assemblée nationale joue un rôle de contre-pouvoir. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours ça. Mais aujourd'hui, on vous dit que rien que pour le bureau de l'Assemblée nationale, le chef de l'État a le droit de nommer 3 personnes, 3 représentants, ok? Et le bureau de l'Assemblée nationale, à la Cour constitutionnelle, le bureau de l'Assemblée nationale nomme 4. Et ça fait 7, ils se retrouvent entre eux pour désigner le président. En général, le chef de l'État désigne ici, à travers le truchement des 3 qu'il aurait proposé, et que même la loi lui donne la possibilité de rafler les 7, et puis c'est arrivé, déjà depuis Boni-Yayi. Donc c'est pour vous dire, ce n'est pas le septennat qui a donné le pouvoir, mais c'est la Constitution qui la donne. Et là, je viens de vous faire une analyse du croisement de chacun des pouvoirs avec le pouvoir exécutif. Puis j'ai croisé l'exécutif et le législatif, l'exécutif et le judiciaire, et l'exécutif et l'informel et l'information. Docteur Aimé Tchefa, après votre croisement justement, en quoi finalement les mécanismes susceptibles de prévenir ou de sanctionner ou d'être pris comme des contre-pouvoirs devraient être moins opérants ou plus opérants qu'il s'agisse d'un mandat unique par rapport à un mandat? Dans la question d'un mandat de 5 ans renouvelable une fois, tout chef d'État venu au pouvoir, le jour où il vient automatiquement, ambitionne de faire un second mandat. Et c'est challengeant, moi, je trouve. J'arrive. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est le second mandat, que nous appelons mandat terminal. C'est-à-dire, c'est comme un homme qui a trouvé une femme qui lui plaît, qui fait tout possible pour que celle-ci soit sous son toit. Dès que celle-ci est venue, il prend ça comme un acquis et il ne fait plus aucun effort. Il commence par la tabasser, par lui arracher les cheveux, par l'enfermer dans une chambre, va au boulot avec la clé dans sa poche. C'est exactement ça le second mandat. C'est-à-dire, le premier mandat, vous allez voir que nos chefs d'État font des réalisations. Ils se chinent pour faire des réalisations. OK? Et disons qu'ils réussissent à faire afficher des performances économiques. Il y a même la liste de leurs récitations, de leurs réalisations que nous apprenons comme une récitation et on récite ça partout. Il a fait ci, il a fait ça. C'est de la poudre aux yeux du peuple pour obtenir un second mandat. Lorsqu'il vient maintenant pour le second mandat, il est venu s'installer pour manger copieusement, pour donner quelques avantages et intérêts à ses proches, et maintenant pour aspirer
à la révision de la Constitution pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Qu'est-ce qui lui donne cette opportunité? C'est le second mandat. S'il n'y avait pas un second mandat et il y avait un mandat unique, c'est clair, il n'y aura aucun débat à faire. Il a 7 ans pour faire ses réalisations. Les laudateurs savent qu'ils vont le louer seulement pour 7 ans. Et ceux qui sont dans l'opposition peuvent se patienter, pourquoi pas. Vous allez voir que 10 ans, c'est trop long. Et vous allez voir des opposants de première heure devenir des ralliés à mi-mandat, embouchent le trompette de Vuvuzela pour pouvoir lui faire comment c'est un dieu, on n'a jamais vu ça ici, mais c'est lui qui nourrit l'humanité, c'est lui qui a créé la terre, le ciel et les eaux, bien sûr, parce qu'il y a un second mandat. Alors que si c'est un mandat unique, je ne dis pas forcément 7 ans, si c'est un mandat unique, l'opposant farouche peut se patienter, attendre, travailler et savoir que son tour pourrait venir. Mais dans 2 mandats, mais ça compromet son tour, ça compromet. Mais en même temps, dans le mandat unique, est-ce que lorsqu'on sait qu'un président vient avec son équipe, est-ce que finalement, ça ne crée pas une instabilité institutionnelle? Est-ce que la fonction présidentielle, 7 ans, 7 ans, 7 ans, 7 ans, ne devient pas furtive? Est-ce que ça ne fragilise pas le pouvoir d'État? Ça ne fragilise rien. Vous êtes d'accord avec moi que nos institutions de contre-pouvoir ne sont pas déjà suffisamment fortes? Donc du coup, lorsque un président vient juste pour 7 ans, il installe son équipe. Donc il se fout royalement d'atteindre les objectifs. Il veut en amasser suffisamment pour être à l'abri demain. Le pouvoir d'État est fragilisé et chaque 7 ans, on a droit à un changement profond de l'appareil d'État. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est plus le mandat unique est plus vecteur d'instabilité que toute autre chose? Pas du tout. C'est parce que vous vous concentrez sur la durée du mandat. Concentrez-vous sur le nombre de mandats, sur la durée. Au Nigeria, c'est 4 ans, comme aux États-Unis. Vous pouvez faire au plus 2 mandats, ça fait 8 ans. Ça ne revient pas pratiquement au septennat. Là, ils ont 2 mandats, ça fait pratiquement un septennat, pratiquement. Il n'y a qu'une année que l'on ajoute. Les travaux que vous dénoncez, ça se passe comme ça aux États-Unis. Le débat n'est pas sur la durée du mandat, mais sur le nombre de mandats. Le débat que nous menons... Est-ce que le débat ne devrait pas plutôt porter sur comment est-ce qu'on fait pour renforcer nos instruments de contre-pouvoir? Justement, c'est à la recherche de cela que nous avons pensé qu'un mandat unique de 7 ans aurait suffi. Mais point besoin d'être dans un mandat unique de 7 ans pour renforcer les mécanismes de contre-pouvoir. Si c'est la recherche d'un second mandat qui génère des travers. Selon vous, il n'y a aucun travers généré par le mandat unique, c'est ça? Ce n'est pas ça. On ne peut pas gérer un État sans travers. Il n'y a pas de régime sans casserole. C'est-à-dire que quand le mandat est unique, ça réduit la possibilité de réviser la Constitution pour se maintenir au pouvoir. En fait, quand vous avez 2 mandats de 5 ans, ce n'est réellement que dans le premier mandat que l'intéressé fait l'effort de faire quelques réalisations. Au second mandat, il n'est plus concentré sur les réalisations. Écoutez, nous sommes à 3 ans des élections présidentielles au Bénin. À 3 ans. Vous avez déjà vu, des gens sont en train de s'agiter, ou bien vous ne les voyez pas. Oui. Alors, qu'est-ce que vous allez dire de cela? C'est ça le problème. En général, quand c'est 2 mandats, le second mandat n'est pas dévolu au travail et à la croissance économique. En quoi le mandat unique éviterait les abus de pouvoir si j'ai 7 ans, je passe... le président de la République à se focaliser sur les réformes nécessaires à l'État? Si j'ai 7 ans, je passe les 7 ans à travailler. Je n'ai pas eu une suite à préparer. Mais quand je sais que la fonction, elle est parfois ingrate, pourquoi je vais me concentrer à travailler? Pourquoi je vais me concentrer à opérer des réformes? Parce que je sais que je n'ai que 7 ans. 7 ans où je peux être le tout puissant. 7 ans où je ne vais pas permettre une dynamique au sein de la classe politique et tout. Si vous passez 7 ans à ne pas travailler, il y aura crash. Vous n'allez pas passer 7 ans à ne pas travailler, il y aura crash. Vous êtes obligé de travailler. Peut-être vous n'allez pas travailler les 7 ans, peut-être vous allez travailler 5 ans. Et peut-être faire tout ce que vous voulez pendant 2 ans. Mais ce que vous voulez que vous allez faire pendant 2 ans, ce ne sera pas pour obtenir un mandat. Peut-être ce sera pour placer votre poulet.
Ce n'est pas un problème en démocratie. En démocratie, c'est même juste et normal que je cherche que mon parti continue. Aux États-Unis, on a vu des républicains enchaînés ou des démocrates enchaînés. On a vu en France le pouvoir rester longtemps à droite. On a vu le ping-pong droite-gauche longtemps. Ou bien la droite qui est là longtemps, la gauche vient faire quelques intermèdes et ce n'est que dernièrement qu'on est en train de voir le centre droite, ce qu'on n'avait jamais vu en France. Donc, c'est un souci, selon moi, légitime qu'un dirigeant politique qui s'en va se préoccupe du devenir de son parti et souhaite donc que ce soit son parti qui soit toujours gouverné. Ça, ce n'est pas un problème. En revanche, s'il se préoccupe de sa suite à pouvoir être au pouvoir ou à pouvoir gagner un second mandat qui cette fois-ci, lui serait terminal, alors il se concentre sur des détails ou bien de petites choses qui en réalité ne lui apporteraient rien et n'apporteraient rien à la nation. Puisqu'en définitive, observez, on a eu plein d'exemples dans notre sous-région. Quelqu'un a fait 2 mandats. Alors, il vient dire que celui qu'il a préparé pour le remplacer, que celui-là est mort. Et qu'on est à 2 mois des élections qu'il ne peut plus préparer quelqu'un d'autre. Alors que dans une situation d'impasse comme celle-là, la seule possibilité qui lui est donnée, c'est que lui-même soit candidat et donc il fera un 3e mandat. Imaginez qu'ils étaient dans un mandat unique. Qu'est-ce qui allait se passer? Dans un mandat unique de 7 ans. S'il finit et qu'il tient à réviser, imaginez tout ce qu'il aura comme contrainte sur sa voie. Si c'est un mandat unique en venant, il sait que le mandat est unique. Il le sait bien. Il n'y a pas une possibilité de réviser parce que d'ailleurs, ils ont une autre manie. Au cours du premier mandat, ils révisent pour dire non, je révise pour ceux qui viendront. Et quand ils révisent, s'ils révisent au premier mandat, d'accord, ou alors ils laissent réviser au second mandat pour dire non, c'est pour vous dire au revoir. Mais il révisait pour lui-même. Donc, il fait un 3e mandat, alors que si le mandat était unique, le problème ne se poserait pas. Ça empêche, en fait, ça réduit les dérives, ça réduit les dégâts, ça réduit la durée. Parce que dans un quinquennat, 2 mandats, comme chez nous ici, et je parle de nous ici, dans un quinquennat, 2 mandats font 10 ans. Si nous sommes dans un septennat unique, alors le mandat c'est 7 ans, comme son nom l'indique. Il y a déjà une réduction de 3 ans. Beaucoup de choses peuvent être faites et beaucoup de choses peuvent passer en 3 ans. Il ne faut pas perdre cela de vue. Vous dites que ça réduit les dérives. Mais que dites-vous des sanctions? Parce que dans un mandat unique, ou connaissant le contexte sociologique qui est le nôtre en Afrique et même au Bénin, ils vous diront, il n'a fait qu'un seul mandat. Donc, de quoi vous voulez parler? Même s'il paye l'économie du pays, comment est-ce que vous voulez que ces peuples-là, ou que voilà, que ces peuples fassent le choix de la sanction dure pour un président qui n'a fait qu'un seul mandat? Il a un parti politique. S'il n'a pas bien fait, son parti politique aura un nouveau candidat. Celui-ci ne serait pas désigné. C'est une sanction. Dans une démocratie, on réfléchit suivant l'approche parti et non l'approche intitut personnel. Donc, si Patrice Talon appartient au parti X et qu'après lui, il voudrait que son remplaçant provienne de son parti, le sanctionner, c'est refuser de désigner son remplaçant. Donc, il a été sanctionné. Mais ne voyez pas Patrice Talon, voyez son organisation politique. Aucun pays sérieux ne produit des candidats isolés qui viennent de nulle part. Puisqu'on a toujours fait ça au Bénin. Oui, j'ai dit aucun pays sérieux. Dites-moi, vous avez vu ça aux États-Unis? Vous dites que le Bénin n'est pas sérieux? Vous avez vu ça politiquement. Politiquement, ce que nous faisons, vous voulez accorder du crédit à ça? On a des partis politiques. On en a tellement qui foisonnent partout. On a des partis de rue et de maison. Et aucun parti politique, depuis que nous avons commencé la démocratie, n'a produit un chef d'État. C'est l'un des points de diagnostic du président Talon pour amorcer la réforme du système partisan. Il faut que le prochain président provienne d'un parti politique. Et c'est très important. Dans un parti, regardez, quand nous parlons de parrainage ici, vous voulez avoir les parrains comment? Les parrains sont des acteurs politiques provenant des partis politiques, puisque nul ne peut être élu député
ou maire, sans prendre part le truchement d'un parti politique. Vous voyez, donc c'est le renforcement des partis politiques et non des aventures solitaires. Alors, docteur Amekefa, pour finir, qu'est-ce qu'on retient finalement? Et j'ai bien envie de vous poser la question de savoir, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, comme je l'ai déjà dit, renforcer nos contre-pouvoirs et militer pour la bonne gouvernance que d'opter pour la question du mandat unique qui, décidément, ne devra plus être opportun? En fait, votre question se ramène simplement à ce qui était dit depuis toujours. Mieux vaut avoir des institutions fortes que des hommes forts. Tous les gouvernements du monde, tous les pays du monde luttent contre la corruption. Tous les pays du monde voudraient avoir des institutions fortes pour contrôler les hommes politiques déviants. Mais vous faites la promotion d'hommes forts quand vous optez, quand vous voulez qu'on opte pour le mandat unique. Pas du tout alors. Je vous ai déjà dit qu'au Nigeria et aux États-Unis, où la durée du mandat est 4 ans, mais renouvelable une fois, ils font 8 ans. Ce n'est qu'un septennat plus 1. Est-ce pour autant des dinosaures infiniment forts dans ces deux pays? Vous voyez, il y a l'alternance et ça marche bien. C'est la même chose ici aussi, c'est-à-dire le mandat unique est une opportunité qu'on vous donne. Vous pensez, soyons sincères, pour ce qui se passe, vous pensez franchement que ceux qui passent ont le droit d'avoir 2 mandats? Depuis que nous avons commencé, tous les chefs d'État que nous avons vus, vous pensez franchement qu'ils font tellement bien qu'ils ont besoin d'un second mandat? Moi, je crois que non. Je crois que non. La possibilité de renouveler une fois tous les 7 ans les dirigeants à la tête du pays nous ferait découvrir des talents. La possibilité de renouveler les dirigeants au sommet de l'État une fois tous les 7 ans nous permettrait d'essayer plusieurs approches pour voir celle qui cadre le mieux. La possibilité de passer 7 ans d'affilée permet que vous n'allez pas dire « je n'avais pas eu le temps ». Parce que même si les gens font 10 ans, ils disent « je n'avais pas eu le temps ». Entre-temps, il y a eu un break. Bon, puisque pour eux, c'est un mandat de 5 ans. Le nombre de fois renouvelé ne les préoccupe pas au total. Donc, c'est pour vous dire que le septennat règle beaucoup de problèmes. Les dérives liées à la révision de la Constitution pour se maintenir éternellement au pouvoir, tout ça là sont des dérives qui sont, je ne dis pas qu'ils ne surviendront plus, mais qui sont réduites dans un mandat unique. Je vous ai déjà dit, ici, ne vous intéressez pas non plus à la durée, d'accord, mais intéressez-vous aussi au nombre de mandats. Vous avez combien de mandats à faire? Un. Alors que là-bas, à la recherche d'un second mandat, on négocie avec tout le monde, on se plie en 4, on joue à l'homme le plus correct, et quand on a ce second mandat, pratiquement, on passe les 5 ans à ne rien faire, à assurer ses arrières. D'aucuns réfléchissent suffisamment pour se maintenir au pouvoir. Qu'est-ce qui lui a donné cette possibilité? C'est le second mandat. Mais je ne vois pas de nouveaux problèmes allant du mandat non limité au mandat unique. Non pas problème, mais plutôt de nouvelles résolutions ou bien de nouvelles approches pour résoudre les problèmes qui se posent. Regardez bien tous nos chefs d'État, les dérives à eux reprochées surviennent au second mandat. Mais en même temps, la perspective de ne pas être réélu ne motive aucun chef d'État à mieux faire. Bien sûr. Si vous savez que vous ne serez pas réélu, écoutez, c'est comme un article sur un site. Vous lui donnez un seul numéro. Ou alors vous lui donnez 2, 3 numéros. Dans quel cas vous pensez qu'il pourrait bien faire? Dans quel cas vous pensez qu'il pourrait bien faire? C'est dans le cas où il a un seul numéro. C'est le numéro de ma vie. Il faut que je m'affiche pour me produire et montrer tout ce dont je suis capable. Les détecteurs de talent footballistique ne viennent vous regarder qu'au cours d'un seul match. Vous n'avez pas de chance. Et c'est là que vous prouvez tout votre talent. Mais si on doit vous donner 4, 5, 6 chances, mais vous aussi, c'est la même chose. Si l'artiste d'un cirque sait qu'il n'a qu'un seul numéro à produire, il se concentre et fait une très belle production. S'il loupe, il a loupé et c'est fini.
En revanche, s'il sait qu'il a 2, 3, il peut même s'amuser avec le premier. Pour dire non, bon, comme je reviendrai, j'ai tout le temps pour me rattraper. Et c'est ce souci de facilité de se rattraper qui l'induit en erreur à faire de la médiocrité lors de son premier passage. Docteur Aimé Tchefa, je rappelle, vous êtes sociologue, expert en stratégie de développement, enseignant-chercheur. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.